Alors, en quelques messages rapides, le premier, c'est que, effectivement, ça a été dit il y a quelques minutes, il y avait bien 2,5 millions d'hectares de vignes en France au milieu du 19e siècle. Je voudrais un petit peu relativiser quand même l'enthousiasme sans non plus plomber l'ambiance. Pour avoir enseigné ça pendant une quinzaine d'années en BTS viticulture-œnologie, j'avais aussi tendance à dire à mes étudiants qu'on faisait de sacrées piquettes au 19e siècle. Et que ce qui est important, c'est peut-être pas tellement le nombre d'hectares, c'est l'amélioration de la qualité. L'amélioration de la qualité à tous les niveaux, entre autres par la structuration de la profession viticole qui est arrivée, on peut presque le dire, même si l'époque était sans doute dramatique, mais la crise phylloxérique, qui a été un des plus grands drames de l'histoire de l'agronomie en France, a aussi été l'occasion de structurer une profession et aussi de générer derrière la fameuse notion d'appellation. Parce qu'en 1935, quand les premières appellations viticoles sont parues, eh bien, on avait des bases très solides et des bases radicalement modernes qu'aucun pays du monde n'avait. C'est aussi pour ça que la France reste un des 3 grands pays viticoles, peut-être même le premier en termes de valeur. Alors, je vous ai mis sur une deuxième diapo une carte du monde que je tire d'un article que j'ai écrit dans la Revue des œnologues il y a une vingtaine d'années et qui montre tout simplement que tous les grands vins du monde se trouvent entre 35 et 50 degrés de latitude, nord ou sud. Et c'est vrai bien sûr pour l'Europe, France, Italie, Espagne, le trio de choc, voire Allemagne, qui était un grand pays viticole, qui l'est encore, mais qui vient d'être dépassé en nombre d'hectares de vignes par la Chine. Et puis, c'est vrai pour ce qu'on appelait les nouveaux pays viticoles, qui commencent à être un petit peu moins nouveaux, parce que ça fait 3 ou 4 siècles qu'ils sont des grands pays viticoles. C'est le Chili, c'est l'Argentine, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Australie ou c'est la Californie. Alors, je vous ai mis une petite carte également sur la droite qui montre que Paris, bien sûr, se trouve dans le bassin parisien autant que Reims, capitale du Champagne, mais Reims bénéficie d'un relief de cuesta très particulier et c'est donc la géomorphologie qui va conférer à la Champagne des qualités spécifiques. Alors, le point commun à tous les vignobles septentrionaux, c'est le mildiou. Ça, on va tous en avoir. À titre personnel, je suis resté vigneron amateur en Val-de-Loire, d'où je vous parle, mais du mildiou, moi, j'en ai pratiquement une année sur 2. Et cette année, en 2020, j'ai eu beau être très présent dans mes vignes à cause du confinement, j'ai eu du mildiou à peu près comme tout le monde. Alors, la carte en bas à droite vous donne des sommes de température. C'est un élément très important en viticulture pour 3 villes des vignobles septentrionaux que sont Paris en bleu, Tours en rouge et Dijon en blanc. Alors évidemment, en hiver, c'est Dijon qui est le plus froid, mais en été, c'est Dijon qui est le plus chaud. Et ce qui est sûr, c'est que Dijon reste toujours plus chaud en été que Paris. Et ça, il va falloir le prendre en compte. Donc, on a des effets du changement climatique qui sont très importants, mais il faut rester prudent pour ne pas développer des viticultures que certains pourraient qualifier de touristique, voire de folklorique, au nom de l'argument il y avait de la vigne au 19e siècle, je vais pouvoir en faire partout et je vais pouvoir en faire en Bretagne à Saint-Malo ou dans le Pas-de-Calais. Donc, il faut toujours être très prudent et c'est pour ça que la journée d'aujourd'hui, elle est magnifique et je vous félicite de son organisation parce qu'elle va nous permettre de discuter d'éléments très, très concrets de techniques viticoles que je qualifierais d'agroécologiques parce que c'est bien ça l'avenir. Alors, la biodiversité, pour en arriver au cœur de ce qui va être le thème de la journée, il faut bien la voir sous ces 3 aspects majeurs. Le premier, c'est la biodiversité domestique. Et j'ai vu que vous aviez déjà abordé largement ce thème. C'est bien sûr la notion du choix de cépage, mais j'insisterai pour avoir beaucoup travaillé sur la question quand j'étais en charge d'expérimentation en Val-de-Loire autrefois, sur la notion de porte-greffe qui est absolument fondamentale. Et on a malheureusement arrêté un certain nombre de collection de porte-greffes depuis une dizaine d'années. C'est dramatique parce qu'on a peut-être perdu un potentiel qui nous serait bien utile avec le changement climatique et les sécheresses qui nous attendent. Alors, en termes de biodiversité fonctionnelle, je voudrais insister sur l'importance du biocontrôle, qui a fait l'objet d'un très grand nombre de projets de recherche. J'ai cité sur cette diapo celui qui a été porté par Gilles Santenac à l'IFV de Beaune et qui fait référence, un projet qui s'appelait Biocontrôle. Et à titre personnel, j'ai eu une magnifique expérience, notamment avec de la réintroduction de Typhlodromus piri dans le vignoble tourangeau, qui est un acarien prédateur de l'araignée rouge. Et depuis les années 90, et ce magnifique travail qui a été fait autrefois en partenariat avec des chambres d'agriculture en particulier, on n'a plus du tout besoin d'acaricides dans nos vies.
Donc il y a quand même des résultats assez magnifiques à en mettre en avant. Et puis je terminerai par un petit bijou qui m'est très très cher au cœur, parce qu'en plus d'avoir enseigné la viticulture pendant 15 ans, j'ai co-animé avec le Muséum l'Observatoire agricole de la biodiversité entre 2015 et 2020. Alors vous aurez bien sûr et heureusement l'intervention d'Emmanuelle Porcher pour en parler, hein, c'est elle la grande spécialiste côté muséum, mais c'est un très très bel outil qui permet déjà, et c'est la première des priorités, de sensibiliser le monde agricole à tout simplement la notion et à l'existence de grands facteurs de biodiversité tels que les vers de terre, les papillons ou les pollinisateurs. Alors, on a même discuté un peu en off il y a quelques mois, comme j'étais encore en poste chargé de mission biodiversité pour le ministère, de la création future d'un OVB, Observatoire viticole de la biodiversité. C'est pour ça que je suis encore une fois très, très heureux de participer à votre journée.